Bien sûr, des mêmes créateurs que le loup de Montmartre est très éclipsé par sa grande sœur, non sans raison. Que tu crois. Effectivement, nous, avant de regarder, on pensait que Stélina et Loulou de Montmartre allaient être 2 fois la même série. C'était préfiguré par l'état d'esprit de Loulou de Montmartre. Des créateurs qui ont à ce point admis qu'on racontait en fait toujours les mêmes histoires pouvaient parfaitement faire 2 fois la même série. Et s'agissant de coproduction franco-italienne, on pouvait s'imaginer que Stélina serait l'homologue italien de Loulou de Montmartre. Sauf que non. Ces 2 séries sont finalement complètement différentes, mais ce n'est pas parce que Stélina n'est pas une histoire d'orpheline. Stélina est bel et bien une histoire d'orpheline, et c'est aussi un feuilleton. La différence tient bien à une dichotomie, c'est que contrairement à Loulou de Montmartre, Stélina se passe dans un univers à la... Non, faut pas parler de ça maintenant. Surtout que c'est pas ça qui fait vraiment la différence. Ce qui fait la différence, c'est que si Loulou de Montmartre avait pour ambition d'être tout ce que les histoires d'orphelines sont et de l'être magnifiquement, Stélina a pour ambition d'être tout ce que les histoires d'orphelines ne sont pas. Cet objectif étant en soi plus ambitieux, la série peut se payer le luxe d'être plus modeste dans sa réalisation. C'est rien de le dire. En regardant Stélina après Loulou de Montmartre, on est forcément déçu sur le plan technique. Réalisé 1 an après Loulou de Montmartre, Stélina ne bénéficie visiblement pas d'un budget aussi élevé. La parenté entre les 2 séries est évidente, ne serait-ce qu'à cause des textes qui sont réellement écrits et lisibles quand ils sont en gros plan, ce qui est plus que nous en donnerait un code Lyoko, mais qui ne sont que des rectangles noirs lorsqu'ils sont vus de loin. En revanche, graphiquement, contrairement à Loulou, Stélina souffre de réutilisation de figurants, de personnages présents dans le décor alors que les dialogues affirment qu'ils sont absents, de problèmes de boucles d'oreilles qui changent de côté, et de titres en comics sans MS. Et alors, quel est le problème? Moi j'aime bien le comics sans MS. Ça pose pas de problème que ce soit du comics sans MS plutôt que n'importe quelle police de base. Le problème c'est que du coup le titre paraît plaqué sur le dessin plutôt qu'en faire partie et le rendu n'est pas très joli. Mais tout ça c'est très anecdotique. Le manque de moyens de cette série se voit surtout à la musique. Tu veux dire 100 ans? Oui. Enfin se voit aussi. Là où Loulou de Montmartre bénéficiait de musique variée avec un souci de l'ambiance si évident que les musiciens sont individuellement crédités au générique, et c'est rare pour un dessin animé, Stélina n'a que très peu de musique d'ambiance originale et la majeure partie de la trame sonore se compose de variations sur le thème principal. Quel est agile! Comme elle ne peut pas s'en contenter, la série recourt de temps en temps à des musiques apparemment libres de droit comme celles qu'on entend aussi dans Yu-Gi-Oh! Bien joué, Pete. Enfin, un peu d'air. Une lettre? Ça vient de Pegasus. Et celles qu'on peut entendre dans Tabaluga. Quel luxe! Well, we must wait until it is blowing towards Greenland. Mais la plupart du temps, les auteurs se sont débrouillés pour que la mise en scène colle avec le thème principal, ce qui rend l'ambiance musicale répétitive, mais pas dissonante. De fait, Stélina est beaucoup plus cheap que Loulou de Montmartre, mais elle manie à merveille l'art de faire ce qu'elle peut avec les moyens du bord. Et il n'y a guère qu'à cause de la comparaison avec Loulou qu'on remarque la pauvreté technique. Parenthèse fermée, qu'est-ce que je disais? Que Stélina cherchait à être tout ce que les histoires d'orphelines ne sont pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire être tout ce que les histoires d'orphelines ne sont pas? Qu'est-ce que c'est pas une histoire d'orpheline? Qu'est-ce que c'est pas une orpheline de fiction surtout? Ben, c'est pas... Au courant de l'identité de ses parents biologiques, Ah. du passé de ceux-ci ou des circonstances qui l'ont rendue orpheline. Un grand mystère est systématiquement entretenu à ce sujet afin de préparer un twist comme quoi elle est la fille de quelqu'un de riche, slash puissant, slash célèbre, slash merveilleusement gentil, et avec qui elle est amie depuis la moitié du livre. Qui tient vraiment aux extraits de Rémi sans famille, hein? Je te l'ai dit la dernière fois, Sans famille est une histoire d'orpheline. Le fait que l'orpheline soit un garçon n'y change rien. La recette, la structure, les ingrédients sont les mêmes. Cette histoire appartient complètement au genre. Bref, il n'y a et il n'y aura jamais aucun twist sur les origines de Stélina. Elle sait parfaitement qui est sa mère et son père rien à foutre. L'enjeu de l'histoire, ça ne sera pas une quête d'identité récompensée par une découverte exaltante à la fin. D'ailleurs, Stélina ne souffre de son statut d'orpheline que dans la mesure où sa mère lui manque. Elle n'a pas les interrogations habituelles des orphelines de fiction vis-à-vis du ou des parents disparus. Au contraire, elle ne s'interroge pas. Elle sait qui lui a donné naissance et comment, pourquoi elle porte ce prénom, qui elle est, à qui elle veut ressembler, quelle vie elle veut vivre et pourquoi. La réapparition de son père inconnu ne changerait rien à ça, alors il n'y a aucun intérêt scénaristique à le faire réapparaître. Elle n'a aucun besoin à combler de ce côté-là. Ok, pas de quête identitaire. Mais à part ça, qu'est-ce qu'une orpheline de fiction n'est pas et que Stélina est? Coupable de tout le mal dont on l'accuse. Ah! Je trouvais que Loulou prenait des risques inutiles en répondant aux personnes qui ont tout pouvoir sur elle. Mais objectivement, Ardy William mis à part, elle ne mérite rien de ce qui lui arrive. Stélina, quand il lui arrive quelque chose qu'elle n'a pas mérité, elle s'efforce de corriger cet état de fait aussi vite que possible, de la façon la plus efficace qui soit, en se mettant à le mériter. Quand on y pense, même si c'est un sens de la justice un peu étrange,
C'est bel et bien un sens de la justice à la... Plus tard. En effet, elle va passer l'ensemble de l'histoire à prouver que même si le mal qu'on pense d'elle est inspiré par des préjugés racistes envers les gens du voyage, oui, je garde ce terme parce qu'à part qu'elle a été élevée dans un cirque, il n'y a rien qui permette de dire si elle est réellement rome, je veux dire bohémienne, je veux dire gitane, je veux dire manouche, je veux dire tzigane. Regardez le terme qui vous semblera le moins offensant, moi j'arrive plus à suivre, ça change tout le temps. Je disais donc, Stellina va passer l'ensemble de la série à prouver que même si les accusations qui pèsent sur elle sont inspirées par du racisme primaire, elles sont toutes fondées. S'il vous plaît, vous pourriez me dire quelle heure il est? Ah, regardez-moi ça, mademoiselle n'a pas de montre. Mais il est grand temps d'en voler une, graine de gitane. Il se refuse rien, Pivetta. Élevée par des adultes sans autorité, elle atteint l'âge de 10 ans parfaitement illettrée, n'a aucun sens délimité du danger, s'exerçant au funambulisme sans filet et ouvrant la cage de la panthère pour la laisser se balader dans la montagne près des moutons appétissants et des chiens terrorisés. Lorsque Madame Ascoli, l'assistante sociale, décide de retirer sa garde au cirque qui l'élève, elle le fait par méchanceté et racisme. Mais si horrible que ce soit à admettre, elle a parfaitement raison de le faire. Stellina est une vraie enfant à problème et les épreuves ne la font pas évoluer. Elle ne tire pas de leçons de ses erreurs et entretient elle-même ses malheurs en répétant constamment les mêmes mauvais choix. Parfois ces mauvais choix sont faits sous le coup de la terreur alors qu'elle est au pied du mur et c'est compréhensible. D'autres fois ils sont juste dus à son immaturité et son irréflexion. C'est compréhensible aussi, les petites filles de cet âge peuvent être irréfléchies et immatures, c'est tout à fait vraisemblable. Ce qu'il y a, c'est que les petites filles ordinaires n'ont pas de compétences exceptionnelles en acrobatie d'habitude, et du coup ont moins l'occasion de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Au fond, cette association calamiteuse entre compétences exceptionnelles et faillibilité assumée et revendiquée, c'est ce qui fait l'ambiance. J'ai dit pas maintenant. Stellina, par contre, a cette compétence exceptionnelle en acrobatie et aucun sens des responsabilités. Le fait qu'elle soit très agitée, plus que la compétence acrobatique en elle-même, fait qu'elle s'attire un certain nombre d'ennuis sérieux. Nous sommes au XXIe siècle et nous savons que la maison de correction n'est pas la solution à la délinquance juvénile. Mais il n'est pas possible de regarder Stellina sans reconnaître que la principale chose qui manque à cette fille, c'est une bonne rouste pour lui faire comprendre que dans la vie, les actes ont des conséquences et qu'il faut y penser. On a l'occasion de constater combien l'autorité excessive échoue avec elle. On a également l'occasion de constater que la gentillesse, la compréhension et le dialogue ne marchent pas plus. Ce qui m'amène à cette troisième chose qu'une orpheline de fiction n'est jamais et que Stellina est. Un vrai fléau pour ceux qui l'aiment. Ah! On n'assistera jamais qu'aux conséquences négatives de son passage dans la vie des gens. Même quand le scénario a pris la peine d'installer un problème que ceux-ci avaient besoin de résoudre et que Stellina, en foutant le bordel, pouvait débloquer. C'est pas toujours entièrement de sa faute. Dans les dessins animés, les gens tirent quand même un peu leurs leçons par eux-mêmes en général. Même si Stellina ne fait pas ce qu'il faut pour résoudre les problèmes que les orphelines de fiction servent à résoudre, les figurants concernés mettent aussi une certaine mauvaise volonté à tirer les conclusions qu'il faudrait. Oui, mais le fait qu'elle soit incapable de la moindre reconnaissance envers qui que ce soit alors que l'ensemble de l'Italie semble décidé à l'aider à s'autodétruire et détruire son entourage, ça n'arrange rien. C'est là? C'est là. Bon. En fait, on pourrait tout résumer en une phrase. Loulou de Montmartre et les autres orphelines de fiction sont généralement des héroïnes DC dans un univers à la DC. Stellina est une héroïne Marvel dans un univers à la Marvel. La preuve. Oh, petit dévergondé, tu pourrais au moins t'excuser, non mais... Maintenant, je vous prie de nous laisser tranquilles. Mais il n'y a pas de mais. Au revoir, jeune homme. La porte est derrière vous. Adieu. Ça, c'est du propre. Et après, les gens vont mettre leur derrière là où t'as mis les pieds. Et qui te dit que j'ai pas les pieds plus propres que ton derrière? Oh. Et attention, un univers à la Marvel en Italie. Hey! Vous êtes fous? Bouge de là! Espèce de gros imbécile, où est-ce que t'as les yeux? Hey! Tu peux pas faire attention? Crétin! Tu veux mourir? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous êtes complètement timbré! Le fait d'être dans Marvel fait que Stellina n'est pas une histoire d'orpheline finalement, c'est une histoire de juge des enfants. De juge des enfants? Oui, ce genre d'histoire que les juges des enfants recommandent aux néophytes pour qu'ils réalisent qu'elles sortent d'enjeux à leur métier et quelles sortes de sacs de nœuds ils ont à dénouer quotidiennement, mais sont incapables de lire eux-mêmes parce que ça leur rappelle trop un quotidien douloureux. Sauf que malgré l'extrême volonté de réalisme dans l'univers de la série, l'histoire n'a pas pour vocation d'être parfaitement crédible. Les péripéties restent des péripéties rocambolesques d'histoires d'orphelines, même si elles se passent dans un monde qui ressemble à la réalité. En plus, il y a plus de 50 ans qui séparent Stellina de son spectateur.
En regardant la série, il ne pensera pas au pauvre juge qui, à la fin, doit trouver une solution pour que cette sale gosse se décide enfin à arrêter de détruire sa vie et celle des autres. Il se dira seulement « Ouah, quelle histoire palpitante ! Mais heureusement, ce n'est que de la fiction !» Peut-être, mais ensuite peut-être qu'il s'étonnera un peu moins de voir le petit Anthony se bagarrer avec tout le monde depuis le divorce de ses parents. Mais peu importe, la principale question c'est est-ce que cette histoire fonctionne avec le parti qu'elle a pris? Est-ce qu'elle est plaisante, digne d'intérêt et vaut la peine d'être connue? Et la réponse est oui. En général, quand on est déçu par le scénario d'une série, c'est parce qu'elle induit le spectateur en erreur en faisant croire qu'elle va être quelque chose d'autre que ce qu'elle est finalement. Une part immorale ou malsaine dans une œuvre n'est gênante que quand elle ne se revendique pas comme telle, ou quand elle fait partie de ce que la série devient après avoir été l'exact contraire. Que le scénario ait son côté immoral et malsain n'a rien de gênant s'il a toujours été comme ça, et c'est le cas de Stellina. Stellina ne ment pas sur la marchandise. Dès le début, les personnages principaux sont ce qu'ils sont. Stellina est très immature, Tataglio, Marouchka et Macaroni sont irresponsables, Nikos n'a pas l'autorité qu'il faut, et les figurants sont des figurants à la Marvel dès le départ. La mise en scène est faite pour qu'on comprenne bien que ces choses-là ne changeront pas, et de fait, elles ne changent pas. On n'est pas contrarié dans nos attentes en tant que spectateur, ce qui permet d'apprécier le scénario à sa juste valeur. Et il est excellent! Comme Loulou de Montmartre, il s'agit d'une coproduction franco-italienne, mais là où Loulou de Montmartre faisait très franchouillarde, Stellina, c'est plus difficile de se décider si c'est dans un style plutôt français ou dans un style plutôt italien. Du point de vue de la forme, la patte française est évidente, ne serait-ce que parce que certains textes sont écrits en français alors qu'ils devraient être en italien. Mais pas omniprésente non plus, puisque d'autres textes sont effectivement en italien. De même que Loulou de Montmartre, la série a l'ambition de montrer des choses fidèles à la réalité historique et géographique. Et ces éléments paraissent plus souvent français qu'italiens. Ou alors nous les remarquons plus parce que c'est nous qui sommes français? En tout cas, certains gags sont résolument des gags de séries françaises. D'ailleurs, il y a le même gag très français que dans Loulou de Montmartre. Oh, ça me revient maintenant. Je suis dans la 218. Si elle me marie. Oui, c'est d'autant plus étonnant que c'est plus explicite dans Stellina que dans Loulou, alors que le public cible de Stellina est plus jeune que le public cible de Loulou. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Question d'enjeu. L'objectif de Loulou dans sa série est de trouver sa place dans la société, choisir avec qui elle va sortir, déterminer qui elle est, faire une carrière qui lui convienne et gagner son autonomie. Ce sont des objectifs d'adulte et l'enjeu de la série est pour Loulou de devenir adulte. L'objectif de Stellina est de vivre heureuse et insouciante avec les gens qu'elle aime tout en consacrant son temps aux activités qui l'intéressent. Ce sont des objectifs d'enfant, et l'enjeu de la série est pour Stellina de s'assurer une enfance heureuse. Autant parler de devenir adulte à un pétio de 7-8 ans, je trouve ça un peu prématuré, autant parler de s'accrocher à son enfance à un pré-ado de 11-12 ans, je trouve ça un peu tardif. Bref, tout ça pour vous dire que la blague de cul, c'est dans Loulou de Montmartre qu'elle aurait dû être explicite, pas dans Stellina. Mais que voulez-vous, faut bien penser au plaisir du babysitter qui regarde avec les enfants. Quant au scénario lui-même, les péripéties paraissent s'enchaîner plus vite encore que celles de Loulou de Montmartre, ce qui est assez paradoxal puisque Stellina a moins de sous-intrigues et n'a certainement pas de super vilain ni de méchant de James Bond. Les péripéties sont pour la plupart des péripéties classiques d'histoire d'orpheline avec l'orphelinat, l'héroïne recueillie par un gang de pickpockets, l'adoption par la famille qu'il ne fallait pas, la fugue et la vie sur les routes. C'est juste que Stellina ne fait pas tout ça dans l'ordre habituel. Elle fait un peu son parcours à la carte dans l'histoire d'orpheline, ce qui est évidemment lié au fait que, comme Loulou et contrairement à Sarah, elle est très active dans son intrigue, mais que, contrairement à Loulou, sa façon d'être active consiste à faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire n'importe quoi. Il n'y a pas que des péripéties classiques. Il y en a aussi d'autres qui sont un peu plus bizarres. Je pense notamment à une péripétie filler vers la fin de la série qui met en scène un loup enragé. Oui, c'est un arc un peu bizarre, au dénouement un peu ambigu, vraisemblablement mis là parce qu'il fallait remplir un épisode. N'en disons pas plus, de toute façon cette péripétie est similaire aux autres en ce sens que son moteur est simplement le fait que Stellina n'en fait qu'à sa tête. Comme on comprend assez vite que Stellina elle-même est assez irrécupérable et qu'elle ne sera jamais capable de se tenir suffisamment tranquille pour que le cirque puisse obtenir sa garde, on en vient rapidement à s'intéresser davantage aux personnages secondaires. Il y a un peu de tout. Tous ont cette terrible propension à la Marvel de prendre toujours les mauvaises décisions, mais la plupart sont de relativement bonne volonté et sont des personnages plus positifs que Stellina elle-même. En disant ça, on pense notamment à l'institutrice, mais aussi aux deux meilleures amies de Stellina à l'orphelinat, Albertina et Teresa. On pense aussi à Sonia dans une certaine mesure. Sonia c'est un peu spécial. Sonia à première vue c'est Solange dans Loulou de Montmartre, c'est Lavinia dans Princesse Sarah. En fait c'est plutôt Nathalie dans Sophie et Virginie. Enfin non. Disons qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est une sale peste, ce que n'est pas Stellina. Mais en termes d'agitation et d'infraction au règlement, elle comprend elle-même assez rapidement qu'elle ne peut pas rivaliser avec Stellina.
Ceci, ajouté au fait que Stelina lui évite de retourner en maison de correction au début de la série, fait que les deux deviennent amis assez rapidement et, bizarrement, de façon plus durable qu'avec Albertina et Teresa. Les personnages secondaires sont très nombreux, du coup une partie d'entre eux sont vite oubliés. Et d'autres sont oubliés moins vite, mais oubliés quand même. C'était déjà le cas dans Loulou de Montmartre avec Charlotte et les Ribounets qui disparaissent complètement et quasiment sans transition. C'est aussi le cas de Teresa et Albertina, ce qui n'empêche pas ces personnages d'être correctement exploités tant qu'ils sont là. Bon, ce qu'on peut regretter quand même, c'est que Teresa s'efface un peu à partir du moment où Albertina devient amie avec Stelina. Et c'est très dommage parce que Teresa étant justement celle qui est bègue et timide, il n'aurait pas fallu que ce soit elle qui perde de l'importance en termes de rôle dans l'intrigue. Sinon, ça veut effectivement dire que les timides sont faits pour rester dans le décor. De plus, son rôle aurait dû être de rendre positif le personnage de Stelina. Ça m'apprendra à avoir autant d'amoureux, les filles. Vous allez pas le croire, mais... Ils ont tous voulu une mèche de mes cheveux. Les deux peuvent se permettre d'être des personnages entièrement positifs puisqu'ils sont les témoins de l'extrême cruauté du monde. Teresa ne sera jamais adoptée parce que sa façon d'être et son handicap rebutent ses familles d'accueil, et Albertina, qui est visiblement plus âgée, ne sera jamais adoptée parce qu'elle est noire en Italie en 1960. Si, elle est noire, c'est pas flagrant tu trouves hein? C'est très curieux. Qu'elle soit noire, y a pas à en douter, c'est elle-même qui le dit. T'en connais beaucoup, toi? Des gens qui acceptent d'adopter une fille couleur chocolat. Graphiquement, c'est bizarre. Elle est effectivement dessinée comme si elle était noire, comme Lex Luthor dans Superman l'Ange de Métropolis et Harvey Dent dans Batman, mais les coloristes l'ont faite blanche comme un cachet d'aspirine, encore plus que Lex Luthor et Harvey Dent qui eux sont au moins légèrement bronzés. Ils ont dû oublier la mention comme quoi elle était noire. Et pas le budget pour modifier après coup comme dans Michel Strogoff. C'est moins choquant que dans Michel Strogoff parce que ça a le mérite d'être homogène, mais enfin quand même. Revenons à Teresa. Stelina, comme Loulou de Montmartre, use et abuse d'un ressort classique de l'histoire d'orpheline. La meilleure amie timide? Non, les handicapés. Et toi, c'est quoi ton nom? T. Alors, c'est thé ou c'est café? Sans que ça ait vocation à démontrer quoi que ce soit, Loulou de Montmartre et Stelina nous présentent un nombre important de personnages handicapés. Bossu, aveugle, bègue et nain dans Loulou de Montmartre, muet, rebègue, asthmatique et peut-être albinos dans Stelina, il y a un peu de tout. Pas pour le pathos, enfin pas uniquement, mais surtout on dirait pour montrer que le handicap ça fait partie de la vie. Quelle que soit la raison, ça fait partie des détails qui montrent que les auteurs se sont réellement impliqués dans l'écriture de leur série. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Un dessin animé c'est pas comme un film. Dans un film, l'acteur est comme il est, indépendamment de son rôle. Et ce sont autant de détails qui s'ajoutent à l'écriture pour enrichir le film. Ça se fait tout seul. Dans un dessin animé, le personnage n'est que son rôle, il est dessiné pour son rôle. Tout ce qui est dans le produit fini, il y est parce qu'il a été animé comme ça. Je suis pas mauvaise, je suis juste dessinée comme ça. Donc, au moins visuellement, tout est soit mis exprès, soit pas mis du tout. Souvent, la mise en scène n'en fait pas plus que ce qui est nécessaire pour l'action. Donc, pour revenir à Stelina, définir des attributs inhabituels pour les personnages les moins importants, on ne le fait pas quand on n'en a rien à foutre. Il faut bien ça, parce qu'à côté de ça, les méchants sont des personnages extrêmement naïfs dans leur conception. Surtout Madame Rossini et Madame Ascoli, les deux méchantes principales. Par contre, ce qui est frappant et original, et c'est dans le même registre que le coup des handicapés, c'est ce à quoi la série choisit de s'en prendre pour les ridiculiser. Les talons aiguilles. Cette série a décidément un problème avec les femmes qui portent des talons aiguilles. Les femmes qui en portent titubent en permanence, même quand ça n'a pas d'intérêt dans l'intrigue ou dans la mise en scène. Bon, ça a quelque chose d'un peu jouissif à regarder quand tu as toi-même tenté de marcher avec ces horreurs aux pieds et vu le monde accélérer autour de toi, pendant que tu tentes désespérément de mettre un pied devant l'autre en maudissant intérieurement les Wonder Woman, les Catwoman qui t'ont fait croire que oui, marcher avec ces trucs, c'est possible, se battre et faire des sauts périlleux même. À mon avis, la raison pour laquelle ce détail d'animation est là, c'est tout con. L'animatrice était une femme et elle a ressenti le besoin de se défouler un bon coup. Bon, après j'extrapole, mais cette histoire de talons aiguilles a été animée de façon totalement gratuite. C'est pas aussi bizarre que les nichons de Mademoiselle Trochu, mais c'est un de ces petits trucs notables des deux séries qui montrent de l'investissement réel. Ce sont des séries qui ne sont pas neutres. Dans le cas de Madame Ascoli, on apprend que sa méchanceté, qui se traduit par le fait d'empêcher l'adoption des enfants orphelins, est un acte militant. Mais Madame Rossini... c'est un peu comme Mademoiselle Trochu, mais cette fois-ci sans que la réaction des autres personnages soit à la hauteur de l'absurdité de sa personnalité. C'est sans doute le côté Marvel qui ressort. De toute façon, de manière générale, l'apathie des figurants face à la gravité des situations laisse songeur. Ils sont apathiques même quand ils prennent part à l'action.
Accueillie provisoirement dans un groupe de tziganes, Stelina se fait percer l'oreille négligemment comme ça sur le tas, comme si c'était extrêmement banal. C'est genre, tiens, tu serais mieux avec une boucle d'oreille, tourne la tête, tiens voilà. Non mais c'est affreux, elle le fait à l'aiguille à coudre, ça doit faire super mal. En plus, ça s'infecte vachement facilement les oreilles percées quand c'est pas fait de manière hygiénique. Et j'ai pas entendu Stelina dire qu'elle était d'accord ni pour leur looking, ni pour ça. Demander aux gens la permission de faire ce qu'on veut avec leur look, c'est pour les mauviettes, normal. Oui, bon, mais tu exagères quand même un peu. À côté des personnages naïfs, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus fouillés. Les milliardaires, qui sont des personnages opposants, n'ont rien de naïf. Et chez les gentils, surtout, il y a des personnages comme le commissaire, Nikos ou le mari de l'institutrice qui sont assez recherchés. Et deux en particulier, Alfredo et le directeur de l'orphelinat, crèvent l'écran à chaque apparition. En fait, ils ressemblent à des personnages qu'on pourrait trouver dans les Chevaliers de Baphomet. Qu'on regarde une série pour son scénario ou pour ses personnages, on trouve son compte dans Stelina. Il est évident que ce qui est bien fait dans Le Loup de Montmartre est mieux que ce qui est bien fait dans Stelina, mais Stelina a l'avantage d'être une série plus constante. Son scénario est moins ambitieux que celui de Le Loup de Montmartre. En revanche, camper le personnage d'une enfant à problème dans une ambiance malsaine où les adultes ne font qu'empirer les choses, c'était plus ambitieux, car ça appelle un réalisme, comment dirais-je, sociologique, qui n'était pas nécessaire dans Le Loup de Montmartre. Du point de vue du déroulement de l'action, la série remplit cet objectif, puisque les péripéties sont moins rocambolesques que celles de Loulou de Montmartre. On est bel et bien dans une série réaliste. Bon, Loulou de Montmartre était réaliste aussi, du fait qu'elle ne comportait pas d'éléments surnaturels, ce qui est plus rare qu'on pourrait croire dans les dessins animés. Et la société parisienne de Loulou de Montmartre, bien qu'idéalisée, était crédible. Mais le coup des super vilains et du complot international aurait été rédhibitoire dans une série de juges des enfants comme Stelina où on vise à une certaine applicabilité. Moyennant quoi la série s'autorise de légères entorses à la réalité qu'il n'y a pas dans Le Loup de Montmartre. Je pense notamment aux visions de Marouchka dont on ne saura jamais si c'est juste du flan dit au hasard ou si ce sont réellement des visions. Ces prédictions sont très vagues, on a toutes les raisons de penser que c'est du flan. Du flan auquel Tataglio et Macaroni croient, et auquel elle croit peut-être elle-même, mais du flan malgré tout. Et il y a aussi les animaux qui ont parfois un comportement suspect. Je trouve ça un peu dommage dans ce type de série, et il y a pas ça dans Le Loup de Montmartre. C'est rien du tout. Dans Hikaru no Go, il y a carrément un fantôme, et ça ne contrarie absolument pas l'impression de réalisme donnée par le monde du Go tel que décrit dans la série. Ouais, à la place des auteurs de Stelina, je me serais abstenu de mettre ça. Le juge des enfants, il n'écrit pas des choses comme ça dans la nouvelle sur le petit Anthony. Faut quand même pas oublier qu'on est dans une fiction, pas dans un témoignage romancé. C'est une série qui sait mettre en valeur ses points forts et qui, contrairement à Loulou de Montmartre, ne souffre aucune vraie fausse note. Elle peut facilement passer inaperçue du fait qu'elle n'a pas une identité visuelle forte, ce qui est dommage parce qu'elle mérite qu'on s'en souvienne. Peut-être, mais je veux rejoindre ma famille. En Allemagne, la Rossini et le juge pourront pas me courir après. Ils me retrouveront jamais. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Si tu ne manges pas, tu resteras une petite chose toute maigrichonne. Et arrête de pleurer, sinon aucune famille ne voudra de toi. C'est complètement stupide de vouloir m'attraper. Avec une peau aussi lisse que la mienne, aucun homme ne peut me toucher. Je suis glissante comme une patinoire. Pas la peine de t'énerver, Nikos. On ne va jamais pouvoir passer. Les gens vont adorer. Le vieil anarchiste préfère l'eau glacée à la fournaise de Cayenne. Ton grand-père va passer pour un héros. Ah, ça, pour faire des bêtises, vous vous entendez bien. Disons que je te pardonne parce que c'est ton anniversaire. Allez, monte. C'est ça! Retrouvez-les! Ramenez-les-moi en un morceau, ou même en plusieurs! Comme tu vois, j'ai de grandes ambitions pour Nami. Crois-tu pouvoir l'utiliser mieux que moi? Alors écoutez, aussi longtemps que moi, Jonah Jameson, je serai PDG de Daily Bugle Communication. Je me battrai sans relâche pour libérer New York de Silverman. Mes braves guerriers, l'heure a sonné. Vous avez enfin compris, et quand j'aurai libéré ses pouvoirs, vous serez condamnés à errer dans le royaume des ombres pour l'éternité. Quoi? Comment as-tu osé me trahir après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi, Noah? Tu vas arrêter de faire ton cirque avec la Rossini, est-ce que tu piges? Sinon on va te faire ta fête, la gitane. Demain matin, je viens faire courir les chevaux sur la plage, histoire de les dégourdir un peu. Ce sera pas très loin du Palace Hotel, ça te dit? J'en sais rien, ils étaient pas là quand j'ai repris conscience. Si Makuba a réussi à l'empêcher de battre Yogi, Pegasus ne pourra pas prendre le contrôle de Kaiba Corp. C'est ta faute, mon grand frère m'a abandonné. Laissez-la tranquille, c'est pas sa faute. Ma mère a décidé d'arrêter les recherches, elle laisse tomber les cristaux, et puis l'école va bientôt recommencer. Mais voyons, Madame Rossini, cette petite est très malade. C'était juste un premier essai. Vous êtes mes amis et je veux que vous soyez satisfaite à 110%. Ne vous inquiétez pas, je vais les refaire. Tu sais de quoi je veux parler. Ton autre toi, celui que tu caches.
Depuis le jour où je l'ai découvert, je ne peux plus m'empêcher de penser à toi. Gladol est intraitable, impossible de lui faire changer d'avis. Mais je le connais, il n'est pas méchant. J'aurais tellement aimé vous accompagner plus longtemps. Pourquoi Noah a-t-il tenu à retourner dans cet endroit? Vous croyez que son esprit a été détruit lorsque l'ordinateur a explosé?